Les deux femmes vont révéler l'une des défaillances les plus inquiétantes du système de reconnaissance faciale. Son incapacité à identifier correctement les personnes de couleur. Une étude réalisée en 2012 par un expert du FBI a révélé que les taux d'erreur d'identification étaient plus élevés de 5 à 10% chez les personnes de couleur que chez les Blancs. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les Noirs, lorsqu'ils font l'objet d'une enquête, ont plus de chances de se voir accusés de crimes qu'ils n'ont pas commis. Dans un pays où le taux d'Afro-Américains tués par la police est 2,5 fois plus élevé que celui des Blancs, cette révélation fait l'effet d'un électrochoc. D'autant qu'une firme propose aux policiers un nouveau système qui leur permettrait d'utiliser la reconnaissance faciale sur le terrain en temps réel avec des caméras embarquées. Hi, ma'am. Did you report your vehicle stolen today? What was your name? I'm Shaylee. Shay, do you have an ID on you? Perfect. Thank you so much, Shay. Un dispositif appelé Recognition, vendu par le géant Amazon. Un logiciel testé dans 2 États que s'est procuré l'Association américaine de défense des libertés individuelles. Ce que nous voulions faire, c'était tester le logiciel de reconnaissance d'Amazon, tester son efficacité. On a pris des photos des membres du Congrès et on les a comparées à une base de données de 25 000 photos d'identité. En comparant les photos d'identité des députés américains avec une base de données de personnes fichées par la police, le logiciel d'Amazon a confondu 28 membres du Congrès, essentiellement des personnes de couleur, avec des délinquants. Il y a eu 28 faux jumelages, y compris les parlementaires Gomez, Sonia et Clay, qui siègent à ce comité. Et 40% de ces fausses correspondances étaient des députés de couleur. Je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment devenu une question concrète pour les membres du Congrès. Beaucoup de députés qui n'avaient même jamais pensé à la technologie de la reconnaissance faciale ont soudainement compris « Hey, je pourrais être l'une de ces erreurs. Cette technologie pourrait être utilisée contre moi. » Je pense que cela a vraiment changé leur façon de voir les choses parce qu'encore une fois, c'était un test réalisé dans des conditions parfaites. Malgré ces révélations au Congrès américain, Amazon continue à vendre son logiciel aux policiers. Un logiciel à fort potentiel, commercialisé à un prix agressif, à peine 12 € par mois. L'utilisation de la reconnaissance faciale n'est pas sans risque. Et malgré ses défaillances, cette technologie est aujourd'hui mise au service d'armes létales. C'est ce qu'a découvert cette ancienne salariée d'une start-up spécialisée dans la reconnaissance faciale. En 2016, Liz O'Sullivan est engagée comme cadre et nommée responsable éthique chez Clarify, une jeune société pleine d'avenir. À l'époque, c'était une opportunité incroyable. Clarify était la start-up de New York. Tout le monde en parlait. C'était en plus une entreprise qui œuvrait pour le bien-être de la société. Sa mission, c'était de rendre la vie meilleure. C'était leurs éléments de langage. Nous étions tous très fiers. C'était comme une secte. C'était vraiment très amusant. Tout le monde était si intelligent, si beau et tellement amical. C'étaient les gens les plus gentils et les plus intéressants que vous pouviez rencontrer. 1 an après son embauche, l'ambiance de Clarify change du tout au tout. Liz sent que son PDG cache quelque chose. Pour une raison inconnue, ils ont décidé de dissoudre le comité éthique. Ils ont exigé que nous couvrions entièrement les fenêtres de la porte pour que personne ne puisse voir à l'intérieur du bureau. Tous ces éléments mis bout à bout ont commencé à me rendre méfiante. Et je n'étais pas la seule. La jeune femme mène son enquête et découvre ce que son PDG cherche à dissimuler. Clarify aurait passé un contrat avec le département de la défense américaine
dans le cadre d'un projet baptisé Projet Maven. Le projet Maven est un contrat du ministère de la Défense qui représente des millions et des millions de dollars. À l'origine, Google, Microsoft et Amazon y participaient, mais il y avait aussi quelques startups impliquées dans le processus d'appel d'offres. C'était un peu comme un concours. Celui qui mettrait au point le meilleur modèle de localisation d'objets obtiendrait le contrat. C'est la dernière pièce du puzzle pour de très bons drones tueurs autonomes. La vision par ordinateur est bien meilleure que celle de l'homme dans ces processus de décision. Donc si vous êtes une entreprise travaillant dans l'intelligence artificielle et que vous faites de la reconnaissance faciale, vous risquez d'être complètement séduit par la promesse de millions et de millions de dollars. Et vous allez travailler dans ce sens. En 2 ans, le Pentagone aurait ainsi investi plus de 70 millions de dollars pour mettre au point un drone capable de viser une cible de manière autonome, sans intervention humaine, grâce à la reconnaissance faciale. Pour tirer les choses au clair, Liz décide d'écrire à son PDG et lui poser cette question. Je lui ai demandé si on travaillait tous à la construction d'armes autonomes. Pour tuer des gens ? Oui, pour tuer des gens. Il s'est assis et m'a dit « Tu sais, toutes les technologies ont 2 facettes, une bonne et une mauvaise. » Puis il a ajouté que les militaires avaient besoin de notre aide et que nous devions être patriotes et travailler avec le gouvernement pour protéger nos soldats. Sur ce point, je ne suis pas en désaccord. Mais il a aussi dit qu'avec le temps, cette technologie deviendrait de plus en plus puissante et précise, et qu'il serait préférable que ce soit une machine qui prenne la décision de tuer plutôt qu'un être humain. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est comme dans Terminator. Exactement, comme dans Terminator. Le pacte scellé entre des sociétés spécialisées dans la surveillance et l'armée n'est pas propre aux États-Unis. En Europe, ce type de partenariat public-privé a pris une ampleur considérable ces dernières années. Et il suffit de plonger dans les rapports de la Commission européenne pour s'en rendre compte. Des rapports qu'un chercheur anglais a décortiqués pendant plus de 5 ans. En étudiant ce rapport, j'ai été frappé de constater à quel point ces technologies ressemblent aux mauvais films de science-fiction des années 80. Par exemple, il y a un projet appelé Roll Border qui vise à créer des essaims de drones semi-autonomes pour patrouiller le long des frontières européennes. Il y a aussi des détecteurs de mouvement dans les égouts ou dans le système hydraulique. Ils ont également développé ce truc qui ressemble au film Johnny Five, une sorte de robot qui devait contrôler les frontières. Mais une commission d'évaluation a décidé finalement que ce produit n'était pas prêt à être mis sur le marché. Mais de l'argent a été dépensé pour ça. Oui, des millions d'euros de fonds publics ont été accordés à ce projet. Oui, tout ça, c'est de l'argent public. Votre argent. Enfin, notre argent, oui. Ces projets dignes d'un film de science-fiction n'auraient pas pu voir le jour sans d'importantes subventions publiques. 1,4 milliard d'euros de fonds européens destinés à la recherche, attribués pour près de 40% à des entreprises privées. Celex, plus de 23 millions d'euros pour 54 projets. Airbus, 40 millions pour 32 projets. Thales, une société française, a empoché 28,5 millions d'euros pour 63 projets de recherche. On voit que le programme de recherche sur la sécurité a été très fortement influencé par les intérêts des grandes entreprises qui ont joué un rôle important dans son élaboration, dans son fonctionnement et dans l'établissement des priorités, puisqu'ils siègent maintenant au sein des groupes consultatifs qui déterminent les programmes. Pour mesurer l'influence des entreprises privées, il suffit de regarder la composition du groupe d'experts chargé de conseiller la Commission européenne sur les questions de sécurité.
Sur les 20 experts du groupe, un tiers déclare des liens d'intérêt avec des entreprises ou des lobbies de l'industrie de la sécurité. Le président de ce groupe, M. Alberto Benedictis, a même été directeur de l'ASD, le lobby principal des industriels de la défense. Vous savez, je ne pense pas que les personnes derrière ces projets sont nécessairement des individus malveillants. Mais il y a un dicton qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Ce qui veut dire que les gens peuvent essayer de faire des choses qu'ils pensent être bien, mais qu'elles peuvent avoir des conséquences malheureuses. Si l'Europe nous prépare un monde sous surveillance, en Chine, la réalité a déjà dépassé la fiction. Imaginez une société où plus personne n'aurait peur. Car la technologie aurait permis de diviser le crime par deux. Un pays où les vols à la tire auraient quasiment disparu. Où les citoyens auraient si bien intégré la surveillance des caméras qu'ils en oublieraient leur présence. Dans cette société idéale, plus aucun piéton ne traverserait au mauvais moment, sous peine de voir son visage s'afficher sur un écran de l'autre côté de la rue. Dans cette société idéale, les caméras seraient capables d'identifier les criminels même de dos, à leur simple démarche. Dans cette société idéale, l'intelligence artificielle aurait permis à un homme de réaliser son rêve le plus fou, prendre le contrôle total d'1,4 milliard de personnes. Xi Jinping prend conscience, lui, de l'importance de l'intelligence artificielle, je pense assez tôt quand même. C'est-à-dire qu'il faut remonter à 2008. En 2008, il est vice-président de la République et il est aussi responsable des Jeux Olympiques de Pékin. Et c'est lui qui donc va être responsable un peu de toute l'organisation et surtout de la surveillance de la ville. Et donc à partir de ce moment-là, il va organiser tout un réseau de caméras de surveillance sur l'ensemble de la ville pour éviter toute manifestation pendant les Jeux Olympiques de 2008. Parce que très vite, il comprend que les caméras à contrôle facial, que les systèmes de contrôle vocaux pour reconnaître les gens dans la foule, que tous ces systèmes-là sont extrêmement intéressants et que s'ils sont bien organisés, peuvent donner un nouvel outil au gouvernement et à lui pour se maintenir au pouvoir. Il met en place, on va dire, la première dictature numérique au monde. Pour mettre en place sa dictature numérique, Xi Jinping va dès le début de son mandat s'appuyer sur des géants du numérique, valorisés à plus d'1 milliard de dollars, baptisés les licornes. Huawei, Dahua ou Hikvision, ces conglomérats vont profiter d'un marché chinois fermé à la concurrence et travailler main dans la main avec le pouvoir. Les licornes sont bien sûr au cœur du système. Aujourd'hui, les entreprises privées, au-delà de 50 personnes, sont obligées d'avoir une cellule du parti avec un secrétaire général du parti de la cellule à l'intérieur. Ça veut dire que finalement, les licornes sont devenues le bras armé de la politique de Xi Jinping. Les licornes sont devenues obligatoirement et peut-être pas forcément avec plaisir, on va dire des collaborateurs du système. Avec l'aide des licornes, Xi Jinping va faire basculer le pays dans un univers orwellien que personne n'avait anticipé. En 2013, année de son investiture, la Chine comptait près de 100 millions de caméras. En 2020, 600 millions. Soit une caméra pour 2 habitants. Ils peuvent connaître tes trajets quotidiens, savoir ce que tu aimes faire, ce que tu as fait aujourd'hui. Les caméras de surveillance sont partout. Le gouvernement dispose d'une vision sans limite. Ça a quelque chose de terrifiant. Le système de surveillance chinois